Treat me like a fool. Alors, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Il y a une couille dans le podcast. Le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Ghost Rider sans jamais oser le demander. Pour ce faire, j'accueille avec joie pour la première fois dans l'émission ma nouvelle cinébuddy, Irina Ninova, qui, j'ai découvert avec joie, est une grande fan, elle aussi, de Nick. Et Philippe Sedbon. Hello Sedbon, my old friend. Qui a enfin rejoint le culte de Nicolas Cage. One of us, we accept you, gobble, 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 gobble. Je sens qu'on va être bon. Et qui va venir parler avec nous aujourd'hui du film. Alors, attachez vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby. Tout d'abord, Irina, honneur aux dames, c'est toi qui as choisi le film, comme le veut la tradition désormais dans le podcast. Alors, pourquoi le Ghost Rider, l'ultime tête brûlée ? Pourquoi je l'ai choisi ? Bah oui. Parce que tu me l'as demandé. Non, mais je t'ai demandé quel est ton film préféré de Cage. Mais non, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce film quand je l'ai vu. C'est pas que les comic books, c'est ma tasse de thé vraiment. C'est pas vraiment un truc que j'aime. Ouais. Je ne regarde pas vraiment les films des super-héros. Mais celui-là, vraiment, il m'a touché, il m'a séduit. C'est uniquement à cause de Nick, hein, évidemment. Parce qu'il a une tête là-dedans, mais tellement paumée. Et une perruque extraordinaire aussi. Une perruque extraordinaire aussi. Oui, non, mais j'aime beaucoup le jeu de Cage dans ce film, en fait. Il me touche parce qu'il est vraiment désespéré, ce garçon. Ouais. Toute la première partie du film. On le voit complètement paumé, il est là, mais il n'est pas là en même temps. On sait très très bien ce qui lui est arrivé, donc il a perdu son papa, et en plus il a perdu d'une manière complètement dégueulasse parce qu'il s'est fait rouler dans la farine par Mephisto, qui lui a promis de guérir papa, mais finalement non, pas du tout. Papa il est guéri, mais il meurt quand même. Hein. Ouais. Donc à partir de là, la vie de Johnny Blaze bascule complètement, et il n'est plus lui-même, et il n'a plus d'amour. Dans sa vie, il n'a plus rien. Et la seule chose qui lui reste, c'est de sauter par-dessus des objets, des voitures, des avions. À la manière de Evel Knievel, qui était un véritable cascadeur américain, une très grosse star dans les années 70, qui sautait par-dessus des autobus et sur lesquels Je précise quand même, parce qu'aucun de vous n'en a parlé, c'est qu'il saute avec une moto. Oui, c'est vrai, bravo. Il vole avec une moto. Je suis content que tu te fasses remarquer, Philippe, parce que tu as quand même vu 16 minutes du film sur YouTube. Et je me suis endormi. Donc, gros travail de recherche du côté de Sedbon. Et ça fait plaisir. Mais Irina, je crois savoir peut-être pourquoi tu as choisi ce film et pourquoi tu l'aimes. C'est parce que c'est avant tout une histoire d'amour. C'est La Belle et la Bête avec la sublime Eva Mendes dans le rôle de la bête. Non, de la belle. Ben oui, t'as tout compris. Bien sûr, c'est les histoires d'amour. Ouais. Mais bon, en général, ça finit mal. Mais donc, celui-là, cette histoire, ça se finit pas trop mal, en fait. Ils se comprennent quand même, hein, il faut dire. Et il se trouve un compromis, on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas qu'il peut changer sa nature. Il refuse finalement de récupérer sa nature première pour le salut de l'humanité. Il garde ce côté complètement fou comment il s'appelle, de Ghost Rider. Je précise. Excusez-moi d'intervenir, mais Ghost Rider, il faut dire qu'il se transforme en squelette avec la tête en flamme. C'est ça. On va parler du personnage un peu. C'est quand même un petit peu important. Merci de faire la jonction, parce que là, on va parler des origines du personnage. On va parler un peu plus tard aussi, Irina, de la passion de Nicolas Cage pour la bande dessinée. Absolument. La bande dessinée du Ghost Rider, mais la bande dessinée, les comics en général. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Philippe, tu viens de la bande dessinée. Tu as commencé à travailler comme dessinateur et écrivain pour Métal Hurlant. Oui, et pilote. Voilà, donc ça, c'est l'âge d'or de la bande dessinée. Et le personnage du Ghost Rider est créé en 1949. Philippe a déjà 58 ans. Et c'est un personnage qui, au début, Irina, il y a un truc qui était très populaire en Amérique à cette époque-là, c'était les comic books western. Et donc, le Ghost Rider n'est pas sur une moto à l'époque, mais sur un cheval.
en feu. Ouais, un En cheval feu, en ouais. feu, exactement. Le personnage qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans ce Ghost Rider, le Exactement. personnage de Fossoyeur qui est sur son cheval. Voilà, qui est joué par Sam Elliott. D'ailleurs, le film, c'est drôle parce que le film s'ouvre par la narration de Sam Elliott et j'ai cru que j'étais dans le Big Lebowski. Tout d'un coup. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il a un rôle équivalent dans le film. Mais il fait toujours le même rôle de mentor, il est incroyable. Hein. Toujours avec la moustache. Moi, je vois toujours la moustache et après, je reconnais Sam Elliott. Bien sûr, il faut dire qu'avec une moustache comme celle-là, moi aussi, je ne ferais que des rôles à moustache. Il a des très beaux cheveux aussi, Nick Cage. Nick Cage, c'est Non, ça. Sam Elliott a des Sam très beaux cheveux, comme personne ne critique Nicolas Cage. Attention, Non. c'est le Par podcast. contre, je propose que tous les acteurs, on les appelle Cage. Par exemple, Sam Cage. Mon rêve. Mon rêve, s'il y avait un Bing John Malkovich, tu sais, mais Bing Nicolas Cage, où il jouait tous les rôles du film, je serais aux anges. You will be the rider for as long as you live. I'm not doing it. You have no choice. Story goes that he'll be normal during the day, but at night, in the presence of evil, the rider takes over. Mais là, ce qui est intéressant, parce qu'on parle souvent des perruques de Nicolas Cage qui sont toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Comme je le dis souvent, il a fini par payer ses dettes, donc maintenant les perruques sont de plus en plus sophistiquées et élégantes. Mais là, à l'époque, il a donc toute l'équipe de Marvel qui se met au service de cette construction capillaire. Et il est 3 heures à installer la perruque. C'est quand même extraordinaire. Pour avoir ce résultat avec cette petite frange étrange. Et cheveux noirs, corbeaux. Incroyable, parce qu'il est pas tout jeune. Tu sais, en fait, le problème, c'est que le personnage de Johnny Blaze dans la bande dessinée, c'est un jeune homme, c'est quasiment un adolescent. Il commence d'ailleurs dans le film joué par un autre acteur qui est un adolescent. Mais ce qui est drôle, c'est que Sam Elliott, son mentor dans le film, passe le film à l'appeler Kid, gamin. Alors que t'as Nicolas Cage en face de lui, qui a l'air d'avoir 57 ans. Et, D'ailleurs, on voit cette différence quand on regarde Eva Mendes à côté. Donc, on voit très très bien qu'ils ne pourraient pas être de même âge. Absolument. Même quand ils étaient jeunes, quand ils avaient des 7 ans. Elle fait beaucoup plus jeune que lui. Elle fait beaucoup plus jeune que lui, oui. Effectivement. Ouais. Mais donc, dans les années 70, en 1972 plus exactement, le héros devient un biker, une espèce de Hells Angels de l'enfer, littéralement. Nicolas Cage visite très souvent les enfers dans son cinéma, que ce soit avec Mandy ou avec Drive Angry. Il est souvent un personnage... Il y a une espèce de parenté entre les films de Nicolas Cage, aussi gonzo soit-il par moment. Mais donc, l'original Ghost Rider devient le Phantom Rider. Ils sont obligés de changer le nom. Et en 72, il devient ce magnifique personnage. Mais le problème, c'est qu'il est tellement beau, avec ce crâne en feu, qu'il est difficile de trouver des scénarios à la hauteur du personnage. Comme le prouve le film un petit peu. Exactement. Ouais. Le personnage est très beau. Ouais, j'ai vu ton sourire. Mais en fait, c'est un petit peu le même problème qu'avec le Surfeur d'argent au cinéma. Parce que le Surfeur d'argent a eu des magnifiques bandes dessinées, notamment par Jack Kirby. John Buscema aussi. Voilà, le grand Big John Buscema. Mais le Ghost Rider est un tatouage, en fait. Il est beau comme un tatouage. Et d'ailleurs, Nick Cage, vas-y, là, Irina, sur son bras. C'est ça. Voilà, il porte ce tatouage qui représente le crâne enflammé sur son bras. Ouais. Il l'a fait avant le film ou après le film ? Non, avant le film, et ce qui explique pourquoi il avait tellement envie de jouer le rôle, parce qu'au départ, c'était Johnny Depp qui était pressenti pour faire le Johnny Blaze, le Ghost Rider, et finalement, Nick a intrigué en coulisses pour obtenir le rôle, et il a fini par l'avoir. Il y a eu des changements de metteur en scène, mais lui est resté à travers les différentes incarnations, et c'est, comme on l'a vu dans les émissions précédentes, un extraordinaire fanatique de bande dessinée. Et il est fan complètement de ces bandes dessinées. Et ça se voit, et ce que je trouve génial dans le film et dans son jeu, c'est que il joue comme un personnage de bande dessinée, c'est-à-dire quand il se met à crier vers le ciel ou à lever les poings, etc. C'est un mélange entre les monstres de Universal et la bande dessinée. Et en fait, c'est toutes les passions de Nicolas pour le cinéma muet ou pour la bande dessinée. C'est son truc. On verrait, comme on l'a dit, qu'il appelle son fils Kal-El, du nom du fils le plus célèbre de Krypton. Et il jouerait plusieurs super-héros. Tu as vu un petit peu ces films ? Tu as vu Kick-Ass, Irina ? Non, j'ai pas vu Kick-Ass. Non, désolé. Je t'en prie, c'est pas grave. Tu veux que j'en parle ? Vas-y, parle. Il en a vu 16 minutes sur YouTube. Non, il joue Big Daddy dedans. Il jouerait également la voix d'un personnage qui s'appelle Spider-Man Noir, qui est un personnage des années 40, une des incarnations de Spider-Man dans Across the Spider-Verse. Et il a failli jouer Superman pour Tim Burton. Bah oui, il a failli aussi jouer Hulk, je crois. Parce qu'il voulait absolument le faire. Ah, je savais pas ça. Oui, mais il voulait absolument le faire, mais il n'a pas réussi c'est drôle. à s'encastrer dans le casting. C'est drôle parce qu'il pense également à Eric Bana pour jouer le Ghost Rider à un moment, mais ils choisissent de
lui faire Hulk, donc à la place de Nicolas, tu vois, c'est les chaises musicales chez Marvel. Et il ne jouerait pas Superman pour Tim Burton, malheureusement, on voit des images sur le net. Il finirait par le jouer pendant 30 secondes à peu près dans le Flash, où il joue en image de synthèse un étrange Superman avec une molette, avec des cheveux, tu sais, courts devant et longs derrière. Mais c'est un grand rendez-vous raté de sa carrière. Comme on a vu dans l'émission spéciale Reinfeld, si on veut voir le Superman de Nicolas Cage, il faut regarder La Cité des Anges, un film de Brad Silverberg, je crois, où il joue un ange. Donc. C'est le remake du film de Wenders. Exactement, Les ailes du désir. Mais en fait, moi, il m'a fait penser surtout dans le film à Elvis. C'est quand même ce personnage de Johnny Blaze est une déclinaison d'Elvis. Et on sait que Nick a une passion pour Elvis. Il irait jusqu'à épouser la fille du King. Ah bon ? Ouais, il a été marié à Lisa Marie Presley. Lui aussi ? Oui, avec Michael Jackson, pas en même temps, mais quand même, elle a un goût pour les gens un peu étranges. Ils ont servi dans le même corps. Bravo. Non, et puis c'est vrai qu'entre Sailor et Lula ou les films qu'il a fait à Las Vegas, il a toujours voué un culte au King. Et on voit que l'entourage de Johnny Blaze dans le film, notamment Donald Logue, qui est formidable, rappelle la mafia de Memphis, qui étaient tous ces gens qui entouraient Elvis, qui s'habillaient comme lui et qui n'arrêtaient pas de lui dire c'est formidable ce que tu fais, King, bravo, etc. J'ai une équipe comme ça, moi, chez moi. Mais tu fais du karaté comme Elvis aussi. Hein. Mais il paraît que Nicolas Cage participe à l'élaboration de personnages de Ghost Rider. Ah oui, c'est très possible. Il est souvent très proche. Et il apporte les modifications en cours de tournage en plus. Waouh. C'est ça, voilà. Parce qu'il paraît qu'il connaissait mieux l'histoire que le scénariste Mark Stevenson Johnson lui-même. Génial, qui est également le metteur en scène. Ouais. Donc, comme il est complètement passionné par ce monde de super-héros, donc lui, il était vraiment, il en nageait comme le poisson dans l'eau, dans tout ça. C'est vrai, mais c'est un super-héros qui est à la frontière des films d'horreur, comme on a vu. Donc, on parlait de La Belle et la Bête, mais aussi les loups-garous, puisque c'est la nuit qu'il devient le Ghost Rider. Et dans la journée, les vampires aussi, dans la journée, il est Johnny Blaze. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi les références aux films de bikers. Tu sais, il y a une grande tradition des films de bikers, notamment les films de Roger Corman, ou bien sûr Easy Rider, dans lequel il y avait Peter Fonda, qui joue le rôle de Mephistopheles dans le film. Le plus improbable de l'histoire des Mephistopheles. Absolument. Vu que c'est un Mephistopheles mou. Oui, toujours avec son petit brushing en arrière. Depuis des années. Quand tu es sur un plateau de Nicolas Cage, tu soignes tes cheveux. Ça, on a remarqué, oui. Mais tu disais que Nick Cage a participé activement à la préparation et à la construction du film. C'est lui qui a choisi Peter Fonda. En particulier par le fait qu'il avait fait plein de films de bikers avec Roger Corman. On pense également à Brando dans L'équipé sauvage. Et en fait, je pense que la manière de faire ce film, ou peut-être d'en faire une sequel un jour, parce qu'on va parler également de Spirit of Vengeance, le deuxième film de la série, qui est encore moins bon. Et ce serait peut-être d'en faire un film en noir et blanc, comme un film de biker, petit budget des années 50, tu vois, de Roger Corman, un film de Brando, un truc comme ça et tout, où tu as tous ces bikers dans un petit village américain, et tout d'un coup, il y a un Ghost Rider qui arrive. Et je pense qu'en noir et blanc, les flammes, ce serait très réussi. Ce serait pas mal. Oui. Beaucoup de CGI dans le film. Le film a coûté quand même 110 millions de dollars. Pas trop mauvais, ce qui m'a un peu étonné. Ouais, parce que le look est tellement beau de ce personnage sur cette moto, le Hell Cycle. Tu vois. L'aspect visuel, il est incroyable. Hein. Ouais. Et t'as remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je sais pas, ça m'a marqué hier quand je regardais encore une fois ce film. Il n'y a pas un seul plan où il n'y a pas une couleur rouge. Ouais. Dans chaque plan de ce film, il y a toujours un détail, un trait, un machin, une lumière, mais rouge. Ouais. C'est fascinant. Hein. Vraiment, on voit que c'est une volonté de réalisateur de faire ça. Absolument. Et ça change tout, en fait. Ça donne cette profondeur de la bande dessinée, enfin, d'un coup d'un seul, parce que, bon, le film est très sombre, on est bien d'accord. Hein. Ça se passe beaucoup dans la nuit, les courses-poursuites, c'est toujours dans la nuit, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs dans tout ça. Puisque le Ghost Rider n'apparaît qu'à la tombée du jour. Il apparaît que dans la nuit, tout simplement. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans tout ça. Et il y a toujours un point rouge qui donne, en fait, toute cette profondeur-là. C'est vrai. Et on voit bien la bande dessinée. Absolument. Il y a rouge, blanc et jaune. Voilà, c'est incroyable. Bah oui, en particulier, tu parles de rouge et jaune, c'est qu'il y a une idée folle de caractérisation de Nick Cage, c'est qu'il dit que le personnage ne boit pas dans le film, peut-être que c'était une période de la vie de Nick où il était sur le wagon, mais il boit dans un verre de martini, il boit des bonbons rouges et jaunes. Des bonbons rouges et jaunes. Des jelly beans, tu vois. Qu'il propose à tout le monde d'ailleurs. Ouais. Et ça, c'est assez drôle. Donc, il crée beaucoup de choses en amont. Et il y a un truc qui est très bien fait, ce sont les flammes digitales, les flammes numériques plutôt, tu sais, du film. Ce qui est rare. Hein, c'est très compliqué. Les cheveux et les flammes en général, ou l'eau, sont très difficiles à faire. Et là, ils arrivent à faire des résultats magnifiques où tout d'un coup, tu as l'impression de voir un tatouage qui prend vie
Et ce Ghost Rider est très réussi. Il était également très réussi dans le deuxième film. C'était la seule bonne chose du deuxième film qui baisse de moitié de budget, le deuxième film. Ils sont simplement à 50 millions de dollars et ils tournent en Europe de l'Est, je ne sais plus exactement où, je crois en Roumanie. On ne sait pas très bien où on est d'ailleurs. Christophe Lambert joue dans le film. Il est chauve, tatoué des pieds à la tête. Et il essaye de rivaliser avec Nicolas Cage. Il n'y arrive pas, bien sûr, personne ne peut. C'est vrai qu'avec le budget du premier, ils ont pu tourner quand même au moins à Melbourne. Ouais. Qui est quand même, et au Texas, c'est ça. Au Texas, qui sont des décors magnifiques. Ouais, ils ont pu garder la perruque. Non, il a une autre perruque pour le deuxième parce qu'en fait Nick change de perruque à chaque film et tu sais qu'on avait évoqué Volte-Face et il enchaînait Con Air par Volte-Face où dans l'un il a une mulette et dans l'autre il a les cheveux rasés, tu te rappelles? Mais il paraît que les 12 heures entre les deux films étaient uniquement passées à déconstruire la première perruque et à construire la deuxième. Mais avec il a une passion capillaire incroyable. Une équipe de scientifiques. Non, c'est son super pouvoir. Super pouvoir, c'est sa perruque. Et pour la première fois avec son prochain film, j'en parle dans la dernière émission, qui s'appelle Dream Scenario avec le grand Michael Cera, produit par Ari Aster. Il n'a pas de perruque, il est chauve pour la première fois à l'écran. Et c'est sa vraie nature? Bah oui, ça sent le. Bah oui, il est chauve, Nicolas Cage. Bah depuis toujours? Non, je crois que c'est depuis. Depuis qu'il est né? Je me suis demandé justement, parce qu'on va faire The Rock bientôt, tu sais, avec Sean Connery, si c'était une perruque ou si c'était ses vrais cheveux. Parce que. Mais moi, je me suis toujours posé la question. Quelle est sa vraie nature de cheveux? Non, dans Arizona Junior, on voit que c'est ses vrais cheveux, mais on voit qu'il commence à devenir chauve. C'est ça. Dans Arizona Junior et dans Éclair de Lune, dont on a parlé récemment, ce sont ses vrais cheveux. Mais à un moment, je crois que c'est peut-être dans The Rock qu'il commence à avoir un petit renfort capillaire. Avant la perruque, il y a un renfort capillaire, qui sont ce qu'on appelle le weaving, tu sais, où on te met des nattes. On te coud les petits cheveux. Exactement. On a une spécialiste capillaire, heureusement, avec nous aujourd'hui. Je vois qu'il était très Et coquet, petit à petit, il a commencé à avoir des perruques insensées jusqu'à Next. Tu te rappelles où il joue un magicien? Il a, comme tu disais, Philippe, une perruque au-dessus des oreilles. C'est très étonnant. Et oui, ça dégageait toutes les tempes jusqu'aux oreilles. C'est ça. Jusque derrière les oreilles. Et maintenant, il est entré dans la période petite barbe de sa carrière et dans un de ses derniers films qui s'appelle Sympathy for the Devil, qui est un très bon film, il a une étrange petite perruque rousse. Il dirait un écureuil. Mais là, donc, dans ce prochain film qui s'appelle Dream Scenario, à mon avis, ça sent bon le deuxième Oscar après Leaving Las Vegas, puisque pour la première fois, il accepte de retirer sa perruque à la manière de Sean Connery dans le film de Richard Brooks, Philippe, qui s'appelait Wrong is Right. Bravo, Philippe. Ouais, on ne peut pas l'avoir, c'est impossible. Ne me remerciez pas. Alors, parlons un petit peu d'un problème du film, à mon avis. Parce que, comme disait Alfred Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. On en parle souvent dans Abracadapod. Wes Bentley, qui est un merveilleux acteur par ailleurs, qu'on a vu dans American Beauty et qui est revenu au devant de la scène dans Yellowstone récemment, est en pleine période drogue de sa carrière. Il est plein de cocaïne, plein d'héroïne, et il n'y a personne à l'écran, d'une certaine manière, avec un rôle qui n'est pas très écrit sur le papier non plus, Blackheart. Le méchant du film. Oui. Il n'est pas terrible quand même. Il n'est pas terrible. Enfin, moi, il ne m'a pas marqué ce personnage. Voilà. Le Ghost Rider n'a pas son Joker, malheureusement. Et c'est difficile pour lui d'exister parce qu'on n'a pas véritablement peur avec cette espèce d'adolescent qui tue. À mon avis, Wes Bentley, il devait avoir les rôles que Joaquin Phoenix refusait, tu sais. À l'époque, ouais. Il a ce côté un petit peu en deçà, alors que c'est pas un mauvais acteur, mais la drogue l'a menuise énormément. Et il a dû avoir des problèmes et ça a dû se savoir aussi, parce que tout d'un coup, il a une espèce de traversée du désert pendant 15 ans, Wes Bentley, tu le vois pas, jusqu'à ce qu'il revienne pour Yellowstone. Où il est remarquable. Il est remarquable, tout d'un coup, il a fait le chemin. À propos de remarquable, je voudrais quand même parler un petit peu de Eva. Une déesse parmi les la Raquel Welch, notre Raquel Welch. Notre Raquel Welch, ouais. Aujourd'hui, les jeunes disent Raquel Wesh. Wesh, gros. Wesh. Mais Eva Mendes, elle est sublime. Elle est sublime. Et pourtant... Vénard Ryan Gosling. Ah ouais. Beaucoup de chance. Quand même. Hein. Elle est sublime. Elle est pas toute jeune non plus, mais je dirais même que elle est assez costaud quand on la voit en robe. Ouais. Ce n'est pas une brindille, en tout cas. Hein. Non, mais elle a dit c'est une vraie femme. Elle a dit qu'elle avait pris du poids pour le rôle parce qu'elle ne ressemble pas du tout au personnage de Roxanne Simpson qui existe dans le comic book. Mais elle a dit, au moins, je vais être voluptueuse. Ah, donc c'était une volonté. Ouais, mission accomplie. C'est réussi. Ouais. Et elle est superbe en comédie. Hein. Un reparti, un tac au tac, en fait, un échange. Elle est superbe, surtout cette scène magnifique quand elle commence à picoler au restaurant, quand il lui pose un lapin et il la convoque, mais il vient pas.
Et c'est une scène taciturne, en fait. C'est une scène silencieuse. Elle n'en parle pas là-dedans. Ouais. Mais juste le geste, quand elle prend la bouteille elle-même avec la main du serveur, et elle se verse dans le verre. Elle arrive à faire exister un personnage qui n'a pas grand-chose sur le papier. Par sa beauté, par son charme. Elle est quand même assez extraordinaire. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est un petit peu... d'abord, c'est un énorme succès, le film. Ce qui explique pourquoi on a eu une suite, c'est que c'est un film qui a très bien marché. Nick dit qu'il ne veut pas revenir dans le rôle du personnage. C'est vrai qu'un Ghost Rider de plus de 60 ans, c'est peut-être pas l'idéal. Et il voudrait être remplacé par une femme, justement. Il voudrait que le Moi, je veux bien. Écoute, on va en parler à Nick. Moi aussi. Ce sera un peu dommage pour mes cheveux, mais c'est pas grave. On va je en suis parler prête à me sacrifier. Le but du podcast, c'est quand même d'avoir un jour Nicolas Cage dans l'émission. Et on l'aura. On l'aura. Mais c'est une des premières incarnations des films de Marvel. C'est avant Iron Man, en 2008, qui allait changer la donne pour toujours, si tu veux, le film de Jon Favreau, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, dirait Philippe, je pense. Parce que t'aimes pas, toi. Mais c'est la première incarnation, c'est un type qui s'appelle Avi Arad. Tu connais ce type ? Non. C'est un producteur, n'est pas l'air si dégoûté, Philippe. C'est un producteur qui était un marchand de jouets, figure-toi, et qui a produit le premier Spider-Man de Sam Raimi, et qui, avant l'arrivée de Kevin Feige, l'architecte de Marvel, du nouveau Marvel. Kevin Feige, c'est drôle parce que c'était l'assistant de Richard Donner sur Superman. Donc c'est un type qui a bien retenu la leçon et qui a fait des super-héros, le langage, la grammaire du cinéma actuel et qui a bâti un empire pour Marvel qui a bien dépassé DC Comics depuis. Cage, au départ, il voulait un film qui est R. Il voulait un film beaucoup plus violent. Mais effectivement, quand tu as un budget de 110 millions de dollars pour un film de super-héros, c'est très compliqué d'avoir un film pour les adultes, entre guillemets, qui soit plus sexuel, plus violent, si tu veux. Ils ont réussi à le faire finalement avec Logan, tu sais, Wolverine. Wolverine, un magnifique film où il y a un côté Sam Peckinpah dans le dernier. Ouais. Alors que les précédents étaient des films pour les enfants, le dernier passe de niveau, à mon avis, grâce au grand James Mangold, qui a fait un peu une contre-performance avec le dernier Indiana Jones, mais qui est quand même un très grand metteur en scène. Marvel a de nouveau les droits aujourd'hui. On a les droits ! Parce qu'avant, c'était Sony Pictures, je crois. Et il parle d'en faire une série télé. Il parle de faire revenir le Ghost Rider, mais c'est un personnage qu'il est difficile d'amener à l'écran pour les raisons évoquées auparavant. Alors, il y a eu un grand scandale sur le film. Tu sais ce qui s'est passé, Irina ? On a dit que Nicolas Cage avait des abdominaux numériques, dont je te parlais justement. Moi, j'ai vu ces abdominaux. Je me suis posé la même question. Ouais, parce qu'ils sont incroyablement dessinés. Je sais pas ce qu'il a dû faire dans la salle, mais ça sent pas bon, ces abdos. Ça sent un peu les stéroïdes, ça à mon sent avis. Un peu soit les stéroïdes, soit carrément du maquillage, tu sais. C'est très possible. Mais en tous les cas, le metteur en scène défend avec véhémence Nick en disant que c'est que du Nick. Et c'est pourtant une seule fois qu'on le voit. Quand il est devant la glace. Ouais, quand il déconne devant la glace. Mais il a commencé à se faire un corps pour Con Air, le dîner de Con Air, tu sais, c'était le film les ailes de l'enfer, je crois, en français. Et il a quand même toujours été plutôt bien bâti, parce que même dans Éclair de lune, dont on a parlé récemment, il est en Marcel, une espèce de Stanley Kowalski loufoque. Il est quand même très très bien bâti toujours. Mais là, il a des abdominaux qui sont incroyablement, on dirait Henry Cavill, tu sais. Ah oui, parce que du coup, lui, il est tout petit. On voit qu'il a pas. Il est tout petit dans son petit costume de motard. Quand on regarde bien. C'est vrai. Ouais, c'est pas. Il ne donne pas l'impression d'être. J'adore comme il passe son temps à pointer son doigt vers les gens à la manière de Elvis, comme il le faisait dans Sailor et Lula. Voilà, et de lui-même dans Sailor et Lula. Ouais, c'est drôle. Mais on va pas parler de toute la carrière de Nicolas. On va parler de tous les films de Nicolas Cage. Tu es prêt, Philippe ? Tu as 7 heures devant toi ? Allez hop, on y va. Moi, je reviens quand vous voulez. alors, premièrement, Fast Time à Richmond High. Exactement. 3 secondes de présence à l'écran. Décortiquons ces 3 secondes. Il s'appelle Nicolas Coppola à l'époque. Ouais, c'est avant qu'il ne change de nom pour Luke Cage. Tu sais, il a changé de nom par rapport à un héros de bande dessinée qui s'appelle Luke Cage. Il a changé de nom ? Oui, il s'appelle Nicolas Coppola. C'est le neveu de Francis Ford Coppola, Nicolas Cage. Mais ils sont combien ? C'est pas possible, cette famille. Et donc, pour pas qu'on croie qu'il doive sa carrière et son succès au népotisme, il est devenu Nicolas Cage en hommage à un héros de bande dessinée, Luke Cage, qui était le 2e super-héros africain-américain de l'histoire du comic book. Sais-tu qui était le premier ? Qui ? Philippe. Ah. Non, c'était Black Panther.
Ok. Wakanda Forever. Là, maintenant que j'y pense, qu'elle a changé de nom, mais Sofia Coppola ne l'a pas fait. Donc, Si, elle s'appelle Sophia Cage, maintenant tout le monde. Tout le monde s'appelle Cage. Donc, il a vraiment, lui, du talent par lui-même, et elle, on se demande. Ouais, enfin, quoi qu'elle a fait ses preuves par la suite. Ouais, c'est vrai. Tu dis ça parce que t'as pas vu Marie-Antoinette, là. Tu l'as vu, toi, Philippe? Marie-Antoinette? Oui, est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. Alors, combien de minutes? No comment. Il y a des gens qui ont bien aimé quand même, non? Est-ce qu'on va faire Sofia Coppola Son père a beaucoup aimé. Francis Ford a adoré le film. Ouais. Peut-être que si un jour on fait Marie-Antoinette. Non, je voudrais juste dire que dans la carrière de J'aurais piscine, moi. dans la carrière de Nicolas, du grand Nicolas, ça se situe entre un de ses plus mauvais films qui s'appelle The Wicker Man. Tu l'as vu, non? Oh la vache. Ouais. Not the Bees, not the Bees. Un film c'est un remake d'un film qui s'appelait The Wicker Man aussi, qui était formidable avec Christopher Lee. Et là, c'était particulièrement parodique ce qu'il faisait. Ouais. Il a fait un très bon film dont il faudra que tu parles un jour. Ouais. Et il faudrait que je me rappelle le titre. Non, un film qu'il a fait avec Michael Caine, où il joue le fils de Michael Caine, qui s'appelait genre The Meteo Man ou Meteo Man. The Weatherman. The Weatherman. De Gore Verbinski. Ouais, ben c'est pas mal du tout. Ouais. Où il rencontrait pour la première fois Nicholas Hoult, qui jouait son fils et qui deviendrait son valet dans Rainfield. Ouais, ben c'est pas mal ce film. Ouais. Mais juste après, il fait Grindhouse. Tu savais qu'il était dans les bandes annonces de Grindhouse? Non. Il joue le rôle de Fu Manchu, mis en scène par Rob Zombie. Quel nom. Le pauvre. Et ensuite, il fait Next, donc il y a ce film où il a cette perruque insensée au-dessus des oreilles, juste avant de faire Trésor National, qui serait un très gros succès pour lui, pour Walt Disney. Tu sais, il en ferait 2. Il a d'étranges franchises, Nicolas Cage, comme Ghost Rider et Trésor National. Ah oui, il y a un truc qui est étonnant dans les trivia, c'est qu'il s'est fait faire des rayons X de son crâne. Et en fait, le crâne du Ghost Rider, c'est vraiment le crâne de Nicolas Cage. Ah oui, ils sont combien alors de l'avoir en collection? De toute la famille Coppola. La famille Cage. La famille Cage. Alors, tu veux dire que le crâne qu'on voit... est-ce qu'on voit vraiment ce crâne-là dans le film? Le talent en or massif? Oui. C'est vraiment le sien? Bien sûr, sûrement, oui, puisque tu dis, il a fait faire une analyse laser de son crâne pour que ce soit le crâne qui prend feu dans le film, soit son crâne à lui et pas un crâne générique, un crâne X. Quelle horreur. Ouais. Ce sont les débuts d'une actrice qui s'appelle Rebel Wilson. Vous la connaissez, non? La petite qui se fait attaquer? C'est ça, ouais. La grosse? Ouais. Désolé. Elle est un peu forte, on va dire, mais c'est surtout une grande comique australienne et probablement qu'ils l'ont trouvée là-bas et elle a fait une très belle carrière. Ouais, je me suis dit, j'ai déjà vu cette fille. C'est elle qui fait les cheveux en feu, là, avec les mains. Oui, il était comme ça. Il y a un effet spécial que j'aime beaucoup, c'est que quand il se transforme en Ghost Rider, il s'allume comme une gazinière. T'as vu? Pouf. Par la tête et par les mains. Exactement. Et puis il a cette chaîne qui est quand même l'arme des bikers qui prend feu, tu vois. Et il a un truc qui s'appelle le Penance Stare, qui est le regard du pénitent, où il regarde les gens dans les yeux et tout d'un coup, ils se rendent compte de leur culpabilité. Et j'aime beaucoup sa voix aussi. C'est sa propre voix à lui qui est travaillée par ordinateur. Et elle est très belle quand même. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris sur ces flammes. Ouais. En fait, elles chauffent pas. Puisqu'à un moment, Eva Mendes pose la main sur les flammes. Ouais. Elle retrouve la peau de Nicolas Cage. Ouais, je crois que peut-être il était en feu quand même. Peut-être qu'il choisit en fait le moment où il peut brûler les gens ou il ne les brûle pas. Si tu veux. Mais oui, parce qu'avant, il ne maîtrise pas les flammes. Après, il finit par trouver la solution pour les maîtriser. C'est ça. Bon, merci. C'est une explication logique qui me convient parfaitement. Je te rappelle quand il commence à lancer les trucs. C'est le seul truc pas bien du film. Tout le reste, c'est magnifique. C'est parfaitement crédible, tout le reste. Tout le reste, ça va. Non, mais c'est vrai que cette histoire d'amour est belle à la fin parce d'abord il a maîtrisé ses pouvoirs comme tu le dis et puis il choisit de rester le Ghost Rider et de continuer à affronter le vieux Méphistophélès mou joué par Peter Fonda. Absolument, oui. Et en plus elle est d'accord. Elle est magnifique, elle est formidable parce qu'elle est d'accord de ne plus le voir, de ne plus pouvoir faire une famille avec lui. Elle est superbe. Donc c'est une femme. Je me rappelle plus. On la retrouve dans le deuxième. Non. Elle n'est pas revenue malheureusement. Ryan Gosling n'a pas voulu. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me disais aussi. Mais elle a eu la chance de croiser le grand Nicolas Cage, donc elle a eu une espèce de pic dans sa carrière. Et les combats sont pas terriblement bien faits, toujours pour le problème du fait que les méchants sont pas terribles. Mais il jette ses boules de feu comme on jette des boules de neige. T'as vu, ça fait pas très peur. Non, il prend par terre et hop, il les jette. Alors.
On va dire qu'il y a eu des hauts et des bas dans la carrière de Nicolas Cage, mais que la poubelle d'un homme est parfois le trésor d'un autre. Et ce film se situe un petit peu au milieu, on va dire. Oui, c'est le vide ordure, quoi. Oh non, alors toi, tu ne seras plus jamais réinvité dans le podcast. Qu'est-ce que t'es gentil avec Nicolas. Bien, merci mes Cagehead, mes Cinebuddies, mes Kinobuddies pour cette randonnée à moto à travers la filmo de Nick. On se retrouve très vite dans Kinopod et dans le podcast, si Dieu, ou plutôt si Méphistophélès le veut. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, babe!